Personne ne devrait infliger le mal ou faire du tort. Telle est la définition que donnent Beauchamp et Childress du principe de non-malfaisance. Il est classique, dès que ce principe est invoqué, de citer l'adage « primum non nocere » attribué à Hippocrate et qui se traduit par « d'abord ne pas nuire ». Pris à la lettre, ce précepte signifierait que l'objectif premier du soin est de ne pas nuire. Mais force est toutefois de constater que cette locution latine n'est pas la traduction exacte de ce qu'Hippocrate avait écrit en langue grecque et qui peut littéralement se traduire de la manière suivante: avoir dans les maladies deux choses en vue, être utile ou ne pas nuire. On énoncerait une alternative dont le sens peut toutefois être renforcé en disant soulager ou alors ne pas nuire. La forme grecque de l'adage ne priorise pas, comme l'adage latin, la non-malfaisance, mais elle priorise la visée du bien à condition que l'acte de soin se donne par défaut pour règle de ne pas faire de mal, donc d'anticiper dans ce sens les conséquences de son action qui doit éviter tout risque de malfaisance. Comme tout principe éthique, le principe de non-malfaisance doit tenir compte et de données générales et de données contextuelles telles qu'elles s'inscrivent par exemple dans le cas des dons d'organes dans l'histoire de vie du receveur et du donneur. Ainsi, la transplantation rénale à partir du rein d'un donneur vivant est considérée comme éthiquement acceptable car elle est conforme au principe de bienfaisance à l'égard du receveur insuffisant rénal, et même si elle ne vise pas le bien pour le donneur, elle est considérée comme conforme au principe de non-malfaisance, car le prélèvement d'un greffon rénal ne comporte pas de risque vital et les complications jugées peu sévères et transitoires n'affectent pas la qualité de vie. On ne peut pas en dire autant du prélèvement hépatique, car si le foie régénère, la mortalité n'est pas nulle et la morbidité, certes de gravité très inégale, varie quand même de 18 à 60%. Il est difficile éthiquement de définir un seuil de malfaisance qui ne pourrait être qu'arbitraire. Aussi, selon les recommandations publiées par l'Agence de la biomédecine, l'appréciation de la non-malfaisance prévisible d'un don de foie procède d'une évaluation du donneur potentiel en fonction de son propre état de santé physique et mentale, de ses facteurs de risque, mais aussi d'une écoute attentive de son histoire, de son récit de vie, de ses motivations. La prise de décision qui souhaite concilier la bienfaisance à l'égard du receveur et la non-malfaisance à l'égard du donneur s'intègre alors dans une médecine de la personne appuyée sur une éthique narrative inséparable d'une éthique de la compréhension. Le principe de non-malfaisance est par ailleurs la clé de voûte d'une éthique minimaliste qui estime que le jugement moral doit se limiter à la vérification de la non-nuisance à autrui. Ainsi, seuls les torts que l'on cause aux autres peuvent être qualifiés d'immoraux, ce qui proscrit, bien sûr, la violence, le meurtre, le vol. Par contre, sont exclus du domaine moral tous les torts que l'on peut causer à soi-même, toxicomanie, alcoolisme et même les actes de bienfaisance ou l'assistance à personne en danger. En somme, pour les minimalistes, il n'y a pas d'immoralité sans qu'il n'y ait de victime d'une action intentionnelle. On pourrait résumer la morale minimaliste en énonçant que tout est permis qui ne nuit pas aux autres. Entendons-nous bien, la morale minimaliste ne condamne pas la bienfaisance, mais elle exclut la bienfaisance comme critère d'évaluation de la conscience morale qui ne se juge qu'à travers la non-nuisance faite à autrui. Certes, le monde serait sans doute meilleur si les êtres humains se dispensaient de faire du mal à autrui, mais pour autant, pouvons-nous vraiment faire ce que nous voulons de notre propre corps ?